D'abord, marhaba bikoum. Je suis particulièrement content d'être parmi vous et surtout dans cette maison de Tunisie qui a une place particulière dans notre cœur parce que nous sommes tous, je crois, passés par là d'une manière ou d'une autre et ça me fait vraiment plaisir de me retrouver avec vous dans cet espace bien particulier. Donc je remercie Sidi Freiha, je remercie l'association Malouf tunisien. Rien que le nom, déjà, c'est tout un symbole. Merci beaucoup aussi, Ahmed Rida, pour tout ce que vous avez fait et vous faites encore pour faire valoir ce patrimoine qui, à un moment donné, il était vraiment négligé et qui vraiment a besoin maintenant de se faire vraiment une nouvelle dynamique. Et vous êtes en train vraiment de nous donner cette dynamique. Que même en Tunisie, on a du mal à trouver une association de cette qualité et vraiment de cette rigueur. Et hier soir, en vous écoutant dans votre répétition, j'étais ravi de voir cette musicalité qui sortait de ce groupe, et cette finesse et cette sensibilité, je vous en félicite. Donc, je vais essayer d'être à la fois, comme on me l'a demandé, d'être clair, c'est-à-dire simple, et m'éloigner des complications musicologiques, bien qu'il y ait des étudiants ici en musicologie qui, bon, peut-être que tout à l'heure on peut discuter avec eux à part, mais là je vais essayer de ne pas trop compliquer la tâche, surtout que je vais aborder un problème très particulier concernant le patrimoine musical maghrébin, celui des Nouba, et avant d'arriver au Malouf proprement tunisien. Donc pour ne pas trop m'égarer, comme malheureusement ou heureusement j'ai l'habitude de faire, parce que j'ouvre toujours des parenthèses et je sors un peu des... Je vais essayer de respecter le texte, parce qu'il est déjà assez long. Donc on va avoir finalement deux parties. Il y a le texte qu'on va lire ensemble, on va essayer de l'aborder ensemble, avant d'arriver à des tableaux explicatifs qui vont non seulement résumer ce texte, mais ils vont éclairer pas mal d'aspects concernant ce texte. Et à la fin, on termine par le Malouf tunisien comme vraiment une conclusion tout à fait originale concernant donc ce patrimoine maghrébin que malheureusement on ne peut pas l'aborder dans toute sa richesse et ses variétés du Maroc jusqu'à la Libye. On aura peut-être l'occasion une autre fois. Donc on va d'abord commencer par une approche historique et descriptive à la demande de Si Ahmed. Pourquoi? Parce que cette approche historique, elle est très importante. On va voir pourquoi. Par exemple, quand on parle de ce monument artistique, celui des répertoires des Nouba maghrébins, vous savez tous, enfin au moins ceux qui s'y intéressent, c'est un art maghrébin qui constitue un ensemble complexe de répertoires, de genres et de styles, dont la classification systématique n'est pas sans difficulté du fait de leur interférence. De cette riche diversité apparente plus particulièrement dans le répertoire populaire, dans la musique populaire, se distingue une sorte d'unité véhiculée par un art citadin, savamment structuré, cristallisé au cours des siècles grâce à un fond à la fois spirituel, l'islam, et linguistique, l'arabe. Il s'agit en fait d'une production artistique imposante, fondue en un ensemble homogène et typique et qui s'est développé parallèlement dans les différents centres culturels maghrébins où il connut un réel épanouissement. Son usage semble être lié davantage à la tradition orale qu'à l'écrit, les auteurs étant restés anonymes, cet art est tombé depuis si longtemps dans le domaine public. Toutefois, on le retrouve dans de nombreux corpus qu'on appelle Mejmoua, ou Kunnesh, ou Safina, selon les régions, et qui, dans les plus anciens, remontent au XVIIIe
début du XIXe siècle, et qui représente principalement le répertoire profane et sacré des noubas traditionnels. De nos jours, il présente un monument musical exceptionnel et bénéficie d'un grand prestige, partant d'une estimation approximative que j'ai effectuée depuis quelques années. Ce répertoire des noubas maghrébines traditionnels comporte à peu près environ de 3000 pièces, ce qui n'est pas négligeable. Il se présente comme suit: 1066 au Maroc, 1003 en Algérie, 783 en Tunisie et environ 200 en Libye. Je dis approximativement parce que ce répertoire il est beaucoup plus large. Chaque fois, on retrouve des safina ou des kunesh qui nous révèlent d'autres pièces et qui rajoutent vraiment à ce nombre. Pour vous donner une estimation à peu près, quand vous voyez par exemple pour les Tunisiens qui voient les fascicules publiés par le ministère de la Culture, les 10 fascicules englobent à peu près 370 pièces. Donc on est loin du compte, et une fois qu'on a découvert la fameuse safine de Abd Rabbo qui date du fin 19e siècle, on s'est trouvé avec un répertoire qui dépasse les 783 pièces. Et je crois, si on rajoute les safines des confréries religieuses, comme la Issaouia, comme la Qadriya, comme la Soulamia, je crois que le nombre est appelé vraiment à être beaucoup plus important. Revenons maintenant donc à ce que j'appelle problématique des origines. Commençons par ce que j'appelle des affirmations erronées et qui sont devenues vraiment, qui ont fait école et qui sont devenues maintenant comme une monnaie courante. Donc, concernant ce corpus classique maghrébin, une curieuse théorie hypothétique, voire fantaisiste et nostalgique, s'est installée depuis le début du siècle dernier, avant d'être adoptée par la plupart des chercheurs, musiciens et mélomanes, et auditeurs en général. Elle se résume à ceci. Nous pouvons l'admettre comme une création maghrébine. Cette musique est conçue comme un héritage exclusivement andalou et qualifiée improprement de musique andalouse ou encore musique arabe et mort, arabe de tradition andalouse, hispano-arabe, arabo-andalou et d'autres appellations qui ont été propagées dès le début du XXe siècle et dont on ne trouve nulle part nulle trace chez les anciens auteurs maghrébins qui emploient plutôt, comme on va le voir tout à l'heure, une terminologie spécifique locale, melouf, sana, gharnati, aila, tarab, fan, essentiellement. Donc une série d'affirmations erronées sont alors avancées, telles: la musique andalouse nous vient, comme son nom l'indique, de l'Espagne musulmane. On trouve ça chez Derlanger ou chez Marot dans son livre sur les troubadours. Par conséquent, pour ces gens-là, il existe 4 écoles maghrébines. 4 écoles maghrébines, pardon. Chacune héritière d'une école andalouse. Par exemple, Tunis de Séville, Tlemcen de Cordoue, Fès de Valence et de Grenade, Tétouan de Grenade et d'autres ajoutent Tripoli de Séville et de Cordoue. Par exemple, tout ça, c'est Chotin et autres. Par ailleurs, on avance l'existence de 24 noubas complètes en Andalousie, dont une bonne partie, voire des noubas entières, ont été perdues à cause de la défaillance de l'oralité maghrébine. On trouve ça chez Jargy. Certains voyaient en Ziryab l'inventeur de la nouba, et aussi le premier compositeur des chants arabes connu sous le nom de Mouacha. Et là, vous avez toute une liste de références qui soulignent cette affirmation. D'autres vont jusqu'à affirmer qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui, en Afrique du Nord, la nouba andalouse telle qu'elle existait du temps de Ziryab. C'est dans la musique arabe de Habib Touba. Ainsi,
le répertoire des Nouba est réduit tout simplement à une version hispanique de la musique artistique arabo-orientale qui a été importée au cours du XVe siècle pendant les divers exodes des musulmans d'Espagne. Il a vite fait d'y remplacer la version locale de la musique arabo-musulmane, probablement à cause de la pauvreté de son répertoire. Là, je cite toujours les auteurs qui, là on trouve cette phrase chez Benoît Besnoussi dans son ouvrage « Initiation à la musique tunisienne ». Et depuis, on continue à cette affirmation s'élargit. Il garde si fidèlement des traces très profondes de la civilisation hispano-arabe. Et les morceaux qui le composent semblent être demeurés invariables depuis le jour où la musique arabe d'Espagne s'est implantée dans les divers pays de l'Afrique du Nord. Encore une fois, dérangée. C'est-à-dire, elle n'a pas bougé, elle était restée telle qu'elle. Cet état statique, certains n'hésitent pas à l'attribuer à la mentalité islamique et son immobilité prisonnière des dogmes et des traditions. Notre cher Rouané, dans la musique arabe dans le Maghreb. Maintenant, on va essayer d'apporter quelques clarifications. Donc, de telles fabulations qui ont fini par faire école en musicologie maghrébine et arabe en général ont été réfutées magistralement par d'importantes recherches menées depuis quelques années, tant sur le plan historique, sociologique que musicologique. Mais sans devenir vérité, l'erreur continue toutefois à se propager et se multiplier, même au Maghreb, jusqu'à maintenant. Néanmoins, les travaux entrepris ont réussi à apporter d'importantes classifications sur la question, mettant en évidence, d'une part, l'originalité de ce répertoire, d'autre part, son caractère dynamique et évolutif, ainsi que sa mutation morphologique et terminologique à travers l'histoire, plus particulièrement depuis le tournant des Yézidis qui est connu vers le XVIIe et XVIIIe siècle jusqu'à la période contemporaine. Pour une petite esquisse historique, on va commencer par l'origine et le développement de la Nouba, le terme Nouba lui-même, ce terme clé qui est très important pour notre répertoire. Donc, contrairement aux idées reçues, il est démontré que la musique classique maghrébine n'est nullement un simple héritage andalou, mais un art raffiné dont les fondements se réfèrent à la grande tradition musicale élaborée et cultivée au sein de la civilisation arabo-musulmane. Atteignant son âge d'or à Bagdad durant le règne abbasside, le premier règne surtout, cette grande tradition se propagea depuis le 8e siècle dans les différents centres culturels du monde islamique, où, en se mêlant au substrat local et régional, donna lieu à un art original, comme ce fut le cas avec l'école dite maghrébо-andalouse, branche emblématique de cette grande tradition. Et le chant selon la Nouba. Précisons que cette grande tradition qui forma les répertoires classiques du monde islamique s'organisa et se développa à travers des suites appelées Nouba, articulées autour de la notion de l'unité modale. Vous voyez dans la petite note en bas, le premier emploi du terme Nouba, qui signifie littéralement tour de rôle ou suppléance, remonte à la fin du 8e siècle. Il signifiait au départ la séance durant laquelle des différents artistes à tour de rôle se produisaient devant le calife, faisant montre de leur savoir et de leur capacité. Elle se restreint par la suite aux musiciens avant de désigner la séance ou la suite musicale elle-même. Plus tard, l'appellation Nouba s'élargit au répertoire populaire sacré et militaire. Et là, vous avez une référence qui vraiment vous donne tous les détails concernant cette origine et ce développement de la Nouba que j'ai publié dans, que ce soit dans le premier ouvrage sur la musique arabo-andalouse ou, pour ceux qui veulent lire l'arabe, dans la fameuse revue Al-Hayth Thaqafiyya, publiée par le ministère de la Culture en Tunisie. Donc le chant selon la Nouba organisé, dont l'origine remonte à l'époque du calife abbasside Haroun al-Rachid,
est conçue comme une unité expressive consistant dans l'alternance des sections multiples, chantées et instrumentées, musique et texte s'entremêlent étroitement. Il s'agit d'une importante composition, ou plutôt d'une macroforme ou suite musicale comportant une série de pièces vocales et instrumentales se succédant selon un ordre donné. Elle est construite sur un mode principal, avec des rythmes et des mouvements variés. Selon les sources, la nouba, tout en gardant ses fondements de base élaborés à Bagdad, connut une évolution diversifiée dans la tradition musicale du monde islamique, tant à l'ouest qu'à l'est, où d'autres appellations lui seront données. Par exemple, on parle de la nouba au Maghreb, mais on parle de la wasla dans l'école syro-égyptienne, on parle du saoud dans les pays du Golfe, on parle de la qawma au Yémen, on parle de fasl en Turquie, le tasga en Iran, le moga en Azerbaïdjan, le cheshmaqam en Ouzbek ou au Tadjikistan, le mikimoukam chez les Ouïghours de la Chine, ainsi de suite. C'est-à-dire toutes ces formes, ces macroformes, finalement, émanent ou proviennent de la nouba traditionnelle. Et c'est né qu'au Maghreb que ce terme nouba a perpétué et resté dans l'utilisation des musiciens, mais même au Maghreb, la wasla, c'est nouveau comme terme. Finalement, dans certains manuscrits syriens, on trouve jusqu'au fin du XIXe siècle le terme nouba qui continue à être employé. Donc, les chants de la nouba puisent dans le langage littéraire et dialectal et utilisent aussi bien la forme classique de la qasida monorime que celle post-classique de type strophique. Il s'agit d'extraits soigneusement choisis ou composés, selon les cas, où différents sujets sont abordés. Grâce à ces particularités, le chant, selon la nouba, a permis non seulement de préserver et de diffuser les caractéristiques spécifiques à la grande tradition musicale arabo-musulmane, mais aussi de consacrer la prédominance de la rythmique musicale sur la métrique poétique, et ça c'est très important, ce qui offrit tant aux musiciens qu'aux poètes la possibilité de s'affranchir des contraintes dictées par la rigueur de la métrique poétique spécifique à la qasida monorime et par la même occasion de s'adonner à une série de rénovations de grande valeur dans le domaine de la composition tant musicale que poétique. Diverses combinaisons verront le jour, telles la forme muzdawaj, ou murabba, ou mukhammas, ou musammat, et encore, bien sûr, le muwashah et le zajal, qui, tout en brisant le cadre rigide de l'ancienne qasida, se divisent en sens, jouant en quelque sorte, pour certains, le rôle de refrain et de couplet. Se basant sur la diversité de la dynamique ainsi que celle de la rime, les plus réussies de ces formes dites post-classiques sont celles dont la règle, ou la seule règle, se réfère essentiellement à la rythmique musicale, parce que, comme vous le savez, avant, c'est la métrique poétique qui, vraiment, dirigeait la composition musicale, donc qui était à la base de la composition musicale. C'est-à-dire que le musicien est obligé de se référer à la métrique poétique avant de composer sa musique. Avec cette révolution, finalement, ce n'est plus la rythmique et la métrique poétique qui est le fondement, mais c'est la rythmique musicale. Et comme disait notre auteur d'Al-Tiraz, la seule référence pour savoir si un muwashah est juste ou faux, c'est de le mettre en musique, c'est-à-dire de le composer. C'est à ce moment-là qu'on peut se rendre compte si vraiment c'est un muwashah parfait ou s'il est défectueux. On arrive maintenant à la nouba maghrébo-andalouse. Avant d'atteindre l'Andalousie, le chant sur la nouba s'installa au Maghreb, où, comme l'islam et la langue arabe, il sera adopté progressivement par les autochtones. Déjà à Kérouan, sous les Aghlabides, où l'activité musicale ainsi que la fabrication et la vente des instruments de musique connaissaient un réel épanouissement, les composantes de cette grande tradition, notamment la nouba, étaient de rigueur. À l'arrivée de Zulia, la capitale de l'Ifriqiya,
jouissait d'une grande renommée, puisque sa présence coïncidait, la présence de Zelia coïncidait avec celle des musiciens, ce qui souligne l'aura du Maghreb en matière musicale et son influence sur les Andalous. Et là, j'ouvre une petite parenthèse sans s'élargir. On a toujours négligé ce passage de Zelia à Kérouan, comme s'il est passé, comme ça, en coup de vent, sans s'arrêter, et directement, il est parti à Bordeaux. Or, ce n'est pas vrai. On sait que, d'après maintenant les recherches approfondies, on sait que Zelia, au moins, il serait resté au moins une dizaine d'années à Kérouan. La preuve, c'est que Kérouan, à l'époque, il avait deux cités. Il y a Rabd, El-Jeddi, qui est fréquenté par les religieux, les mystiques, etc. Et il y a un autre Rabd qu'on appelle Rabd El-Fanni, ou El-Musiqi, et qui a pris le nom de Rabd Zeliabi, la cité de Zelia. Ce qui explique que Zelia n'est pas passé comme ça sans s'y arrêter. Et quand il est arrivé, déjà, donc Kérouan était vraiment une pépinière des musiciens, et toute la tradition de cette grande tradition arabo-musulmane, elle était vraiment, elle avait sa forme, sa place pleinement à Kérouan. Et donc Zelia, à mon sens, il a enrichi, il s'est enrichi en même temps, d'une manière telle que lorsqu'il est arrivé à Bordeaux, il est arrivé avec à la fois l'acquis de Bagdad et l'acquis de Kérouan. Et c'est pour ça qu'il a créé une école originale différente de celle de Bagdad ou de son maître Ishaq al-Mawsili et compagnie. Il est clair donc qu'historiquement, le Maghreb fut pour l'Andalousie l'une des sources d'élaboration et de transmission de cet art, qui a pu, grâce au développement d'une mystique populaire, s'épanouir parallèlement dans les deux régions, c'est-à-dire au Maghreb ou en Andalousie. Les rapports entre les différents centres maghrébo-andalous ainsi que les échanges d'artistes, poètes et musiciens étaient très fréquents, et nous avons vraiment des exemples multiples qui soulignent cet échange. Un lien étroit qui touche également les méthodes d'enseignement et bien d'autres domaines, et entre le 11e et le 13e siècle, sous les deux dynasties almoravide et almohade, l'interpénétration a été telle qu'il est permis de parler d'une véritable symbiose andalo-maghrébine, cultivant un art musical homogène, du moins dans ses fondements, art que les réfugiés andalous ont contribué sans doute à affirmer et à enrichir, mais non à apporter comme un héritage, comme on le prétend. À partir du 10e, 11e siècle, l'art musical maghrébin s'ouvrait à une série d'influences, dues notamment à la musique bédouine, telle le Melhoun, le Zajel ilalien et Hilali, à l'apport andalou particulièrement, donc la forme Mouachah et Zajel déjà évoquée, aux différentes formes de la confrérie, comme les Madaïh et les Adkar, cultivées dans les Aouya, dont le mouvement s'est développé à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle et auquel viendra s'ajouter avec les Ottomans, à partir du XVIe siècle, le contact direct avec les formes chantées et instrumentées de la musique du Mashraq. Maintenant, dans cette tradition andalo-maghrébine, il y a deux concepts clés. C'est très spécifique, donneront donc à la musique classique maghrébine un cachet qui la distingue des autres musiques de conception modale, y compris celle du Mashraq. C'est pour ça qu'on trouve vraiment cette différence entre la musique du Mashraq et la musique du Maghreb. Grâce au vieux système des confréries religieuses et plus tard celui des corporations artisanales et du mouvement associatif, la pratique de cet art se perpétua avec toute son ardeur. Nourri par une pensée mystique et métaphysique, c'est une pensée qui distingue l'école du Maghreb, de l'Occident musulman, maghrébine et andalouse. L'édifice de cet art musical essentiellement modal repose sur deux concepts clés qui peuvent être envisagés sous divers points de vue philosophiques, psychologiques et musicologiques. Donc, je parle ici du terme tabac, mode entre guillemets, et la nouba, suite musicale entre guillemets. Donc, je ne vais pas m'élargir sur le tabac, parce que ça on peut en parler vraiment de plusieurs manières, mais disons tout simplement que le tabac
qui signifie littéralement caractère ou nature, et qui équivaut à peu près à terme de maqam dans la musique du mashaq arabe, désigne l'échelle modale, ses caractéristiques ainsi que les réactions psychophysiologiques qu'elles peuvent déclencher. Et je m'arrête là pour le tabac sans vouloir rentrer dans les détails, peut-être tout à l'heure on peut en revenir. Pour la nouba, on sait aussi que selon la tradition, chaque nouba avec son tabac évoque un sentiment, un état d'âme particulier, et d'après une règle formelle, elle doit être exécutée à un moment déterminé de la journée. Ainsi, dans le cycle de 24 heures, chaque nouba possède son moment approprié. Là aussi, je ne vais pas m'élargir sur la nouba. Je viens directement à ce que j'appelle développement de la nouba, maghrébon d'Alouz, et là vous allez voir aussi que ce n'est pas aussi simple que ça. Au sein de l'école andalo-maghrébine, la nouba, tout en préservant son appellation d'origine, connaîtra une série de remaniements. Plus particulièrement d'abord avec Zélia, et surtout avec Ibn Baja, l'avant-passe des scoliastes latins. Et on rapporte que selon les règles de Zélia, d'après Al-Baqali, là j'ouvre une petite parenthèse. Quand on parle de Zélia, il y a quelques années, la référence essentielle, c'est celle d'Al-Baqali dans son œuvre Hatib. Et Al-Baqali, on sait qu'il est au 15e siècle. Donc, il est très loin de Zélia. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui ont douté de ce que Al-Baqali a raconté sur Zélia. Ils ont dit que c'est un peu de simple, disons, histoire qui voulait absolument donner à ce personnage un rôle qui n'a jamais existé. Heureusement pour nous, on a trouvé dernièrement un manuscrit qui est tout à fait de l'époque de Zélia et d'un historien qui a laissé une encyclopédie vraiment fabuleuse, qui a été, enfin pas mal de volumes ont été perdus, mais on a, par bonheur, on a trouvé le volume qui vraiment parlait de cette époque de Zélia et de Zélia lui-même. Et quand on a confronté les deux textes, on a constaté que Al-Baqali, il était d'une fidélité extraordinaire. C'est-à-dire, il a exactement produit le même texte du manuscrit du Xe siècle sans changer le moindre terme ou le moindre mot. C'est-à-dire, vraiment, et ça, on le sait dans l'histoire chez les historiens arabes, c'est ce qu'on appelle la silsila, c'est-à-dire la chaîne de transmission. C'est toujours très rigoureux et très fidèle, et on peut alors, par la silsila, petit à petit, on arrive à la source. Et chaque fois qu'on a essayé de voir à quel point l'historien était vraiment honnête et fidèle, on s'est rendu compte que vraiment il n'y a aucun doute là-dessus et que les informations sont restées authentiques et telles qu'elles sont la moindre transformation. Alors nous avons maintenant pour Zélia vraiment tout ce qu'on a trouvé chez Al-Baqali finalement, s'est révélé que c'est vraiment véridique et qu'on peut vraiment le prendre comme une réalité sans aucun abus de Al-Baqali. Alors nous avons la première précision de la nouba qui remonte à Zélia, et le texte qui nous dit clairement, il est de coutume en Andalousie pour celui qui chante de commencer par un nashid, c'est-à-dire un récitatif de rythme libre, puis d'enchaîner avec un basit, chant élaboré à rythme lourd, et de terminer par des muharrakat et des ahzaj, c'est-à-dire chant de rythme léger et vif allant en s'accélérant jusqu'à la fin. Donc nous avons trois mouvements. Un mouvement à débutant, maftouh, et nous avons un chant important
avec un rythme lourd et large, et nous avons à la fin des chants avec un rythme rigoureux et victorieux. C'est-à-dire, on retrouve le schéma classique de la suite musicale qui continue avec le nouba actuel, c'est-à-dire nous avons toujours avec le secteur, nous avons des chants, le tahiyya ou le sadrat selon les régions qui sont de rythme lourd, et nous avons finalement l'artem qui sont là et sont appelés al-ahzaj ou al-muharrakat. Alors, plus tard, l'œuvre d'Ibn Baja constitua un tournant décisif dans l'art musical andalo-maghrébin. C'est à lui qu'on doit la plupart des compositions musicales célèbres. On l'appelle Sahab al-Talahin al-Maroufa, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était, vous savez, on le connaît en tant que philosophe, un penseur de grande qualité, mais on connaît moins son don musical et artistique. Or, c'est un grand poète, il nous a laissé un nombre important de poèmes, surtout des Mouachahat et des Azjal, et c'était un virtuose de oud, de luth, et un compositeur de grand talent. Et nous avons des preuves, des compositions qu'il nous a laissées, du moins le nom de ces compositions et dans quel mode il les a composées, ou parfois on le trouve à la fois l'auteur du poème en tant que poète et à la fois le compositeur de ces chants. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Ibn Baja? Il a restructuré l'istihlal et le amal. L'istihlal qui est l'ancien nashid chez Ziria, et le amal c'est l'ancien basit chez Ziria. Et en tant que musicien et poète confirmé, apporta plus de cohérence poético-musicale dans l'usage du mouachah et du zajjal récemment introduit au sein de la nouba. Donc la nouba au début, il n'y avait pas de mouachah ni de zajjal. C'est-à-dire le mouachah, pour la première fois, on le retrouve avec la composition de Ibn Baja ou à l'époque de Ibn Baja. Son œuvre sera poursuivie en Moshé grâce à ses disciples. Il y a pas mal de disciples, mais surtout il y a eu Ibn Joudi, Ibn al-Himara, et plus particulièrement Ibn al-Hasib qui a laissé aussi une œuvre monumentale. Et là, on arrive à ce que j'appelle la diversité du nouba. Et c'est important de parler de diversité du nouba pour souligner qu'il n'y a pas une seule nouba, mais il y a une variété de nouba, ce qui aussi exclut le terme d'héritage, comme on le prétend. Et là, je reviens au grand lexicographe tunisien Tifashi, Al-Gafsi, XIIIe siècle, qui est témoin important de son époque, qui a voyagé de l'Occident à l'Orient, et il nous a apporté des informations très précieuses. Il nous a fourni donc, tout en indiquant que le nombre de la nouba est important, il précise clairement par une description comparative les différences existantes entre Nouba al-Rina fil Mashraq et au Maghreb et en Andalousie. Déjà au XIIIe siècle, on constate une différence importante dans les Nouba, aussi bien du Mashraq que du Maghreb et en Andalousie. Concernant l'Occident, nous restons maintenant en Occident musulman, l'auteur parle sans équivoque de trois sortes de Nouba qui, tout en étant proches du point de vue de leur structure, possèdent chacune un style et une technique de chant, ce qu'il appelle le Turuq al-Ghina, appropriée. La nouba d'Al-Andalus se compose d'un nashid, récitatif, un saut, chant rythmé et élaboré, un mouachah et un zajjal. Là, vous constatez ici le terme saut, qu'on trouve dans le Kitab al-Aghani de Swahili au Xe siècle. Ou même à l'époque omeyyade, le terme saut, c'est-à-dire chant isolé. Mais là, il l'emploie à la place du basit ou du amal, c'est un chant élaboré important au sein de la nouba. Le chant est dans la tariqa qadima, il nous dit, c'est style ancien, plus complexe et plus riche en nuances et en ornements. Il exige un don particulier dans la création et l'apport personnel, et que la majorité des textes chantés provient d'anciens poèmes des Arabes,
tel que mentionné dans le Kitab al-Arani de l'Esfahani. Sans équivoque, c'est clair, c'est-à-dire les chants de la Nouba andalouse à l'époque du XIIIe siècle, ils puisaient clairement dans les poèmes de type qu'on trouve chez Al-Asfahani, c'est-à-dire des poèmes extraits, soit de poèmes classiques, ou des Mkhamsat, ou des Murabba'at, ou des Dubayt, ainsi de suite. Alors, pour lui aussi, une nouba spécifique à l'Afriqiya, c'est-à-dire l'actuelle Tunisie, ou disons l'ouest maghrébin, il avait 4 mouvements successifs. Un nashid, un istihlal, c'est-à-dire donc nashid et istihlal. Donc il y a un récitatif et une ouverture en même temps. Un amal, c'est-à-dire toujours, quand on parle du terme amal en arabe, c'est-à-dire c'est un travail élaboré, quelque chose de consistant, d'important. Donc chant à rythme lourd, muharrak, et on termine par un muwashah et un zajal. La tariqa est une synthèse des 2 styles, celui du Mashraq et du Maghreb. Elle est plus dépouillée que le style des gens de l'Andalus, mais plus riche en fioritures modales que le style des gens du Mashraq. Les textes utilisés puisent dans la poésie du Mu'allatoun, c'est-à-dire les modernistes. Donc déjà, on constate la différence, non seulement dans la tariqa al-ghina, mais également dans les textes utilisés, c'est des poèmes de type post-moderne, c'est-à-dire qui ne sont pas des poèmes classiques. Et il rajoute une nouba propre à l'ouest maghrébin, comportant un nashid ou un istihlal, donc là c'est le choix entre le nashid et l'istihlal, un amal, chant élaboré, un muharrak et muwashah et zajal. Il s'agit vraisemblablement ici de la nouba structurée par Ibn Bajjah, parce que on sait que Ibn Bajjah était entre l'Andalousie et le Maroc. D'ailleurs, il est mort à Fès, il est né à Saragosse et mort à Fès, donc il est resté pas mal de temps au Maroc, surtout à Fès, où il a produit ses œuvres les plus importantes. Tifesh donc souligne d'autres détails intéressants concernant l'appréciation de certains parties composant la nouba. Les mélodies de récitatif nashid équivalent à l'istihlal, précédant le amal en Andalousie, débutent par un mouvement accéléré progressivement du large au plus vif, avec parfois des interférences, et une bonne interprétation entraîne souvent une sensation d'émotion. Tout ça, c'est les termes de Tifesh. On ne peut pas être plus précis que ça. Et l'istihlal est en fait une variété de nashid dont la forme connaît différentes variantes. Il sert à introduire le cycle du chant proprement dit. Il peut aussi s'intégrer à lui en guise d'enrichissement, d'où le terme istihlal, prélude, et amal, chant élaboré. Le terme sana, aussi, qu'on trouve chez Tifesh, est utilisé dans le sens d'une pièce vocale élaborée, du genre istihlal ou amal. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a une pièce élaborée, il est appelé sana. Pour le sawt c'est un amal sans istihlal. Et le sawt, c'est le terme clé de la musique du Mashraq arabe. C'est-à-dire on trouve ça depuis l'époque omeyyade. On parle de sawt, quand on parle de sawt, c'est-à-dire un poème chanté. Que ce soit à l'époque omeyyade ou abbasside ou même après, et jusqu'à maintenant, on va en revenir dans les pays du Golfe. Le terme sawt, c'est un terme aussi clé qui veut dire œuvre chantée et est devenu par la suite aussi suite chantée comme la nouba. Le sawt est un amal sans istihlal, donc la différence entre l'amal et le sawt, c'est que le sawt se produit sans l'istihlal, c'est-à-dire sans prélude. Directement, on rentre dans le chant. Donc quand on fait ça, c'est-à-dire qu'on est, on joue, on chante un sawt. Mais si on précède le sawt par un istihlal, un prélude, c'est-à-dire nous sommes donc amal ou basit, avec à l'époque de l'Iliade. Parfois, le même vers peut avoir son premier hémistiche en istihlal et le deuxième en amal. C'est-à-dire nous avons la possibilité soit d'avoir un vers
on istélèle un vers en amel, ou alors on coupe le vers en deux et mestige. La partie finale de la nouba, après le nashid et le amel, on termine par des muharakat burkisat, c'est-à-dire chants émouvants et légers, incitant à la danse, sur des poèmes de type Mouchah et Zéchel. Donc vous voyez déjà, pour les nouba, il n'y a pas qu'une seule nouba. Déjà à l'époque du XIIIe siècle, que dire maintenant à notre époque? C'est-à-dire déjà depuis le XIIIe siècle, on distinguait plusieurs types de nouba, donc plusieurs traditions, selon les régions, et chaque région a son empreinte, hein, bien qu'on est devant le même répertoire, mais c'est un répertoire qui est diversifié, dynamique, varié, et qui diffère d'une région à une autre. C'est le même cas pour les toubours, pour les modes. Concernant les modes, les exemples donnés par le Tifeshi sont répartis en 4 buhur. Le terme taba n'existait pas à l'époque du XIIIe siècle. Nous avons soit le terme bah, soit le terme tariqa. Avant le maqam. Le maqam, c'est par la suite, à la fin du XIIIe siècle, qu'on a commencé à entendre parler du terme maqam. Et aussi, le terme taba, c'est par la suite qui est intervenu. Mais avant ça, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, pour ceux qui connaissent l'histoire de la musique arabe, nous avons ce qu'on appelle la théorie des asaba et des majels, c'est-à-dire la théorie des doigtés et des courses, c'est-à-dire se basant sur le luth, l'instrument modèle de la musique arabe, à la fois théorique et pratique. Alors on parlait des modes en parlant à la fois de l'espace, c'est-à-dire de point de départ de l'échelle, et de la course qui nous donne le type de tierce. C'est un tierce majeur ou mineur ou neutre. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons par exemple mutlaq fi majra al-wusta, c'est-à-dire nous avons le point de départ c'est le mutlaq, et la course ou la tierce c'est celle de la wusta, médius. Ou alors nous avons mutlaq fi majra al-bansa, c'est-à-dire c'est l'annulaire. Nous avons deux choix, soit le médius, soit l'annulaire. Et dans les deux cas, la tierce bien sûr diffère et nous donne un mode différent. Et je m'arrête là, je ne veux pas rentrer encore plus dans les détails. Ce que je voulais souligner tout simplement, si on réfère à Tifeshi, en Andalousie comme au Maghreb, le terme tabac n'existait pas à l'époque. Le nom des toubours aussi n'existait pas. Et mieux que ça, l'exemple qu'il donne Tifeshi souligne très bien que en Andalousie comme au Maghreb, c'est la même terminologie que c'est pratiqué dans le Mashriq arabe. Donc ce que j'ai parlé de la grande tradition arabe-musulmane continue à être adoptée, hein, même en Occident musulman. Donc on n'est pas encore arrivé à des termes du tabac ou à l'appellation des différents toubours, comme on va le voir par la suite. Déjà, ça, c'est un réel problème pour ceux qui parlent d'héritage. Pour la première fois que nous arrivons au terme tabac et aux appellations des différents toubours, c'est au XVIe et XVIIe siècle, notamment avec le poème du juriste de Fez Abdelwahid al-Mansharisi, que le terme tabac ainsi que le nom du 7 toubours relatifs au répertoire maghrébin sont clairement évoqués dans son poème. Nous avons le poème après, on peut le voir. Et suite à ces quelques précisions, nous constatons que déjà entre le XIIe et le XVIe siècle, le XIVe siècle, les noubas, malgré leur similitude, sont différemment interprétés en Andalousie, au Maghreb, l'extrême et en Afrique. Même remarque donc pour les toubours. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça explique l'existence de spécificités pratiques et esthétiques propres à chacune et qui rend forcément l'idée de simple héritage ou de calcage irrécevable, même à cette période où l'unité maghrébino-andalouse était certaine.
Depuis cette époque, les renseignements deviennent de plus en plus rares, malheureusement, parce qu'il y a une perte immense des manuscrits, aussi bien en Andalousie qu'au Maghreb. Et c'est surtout entre le XIVe et le XVIe siècle que on constate cette perte énorme de manuscrits d'écrits. Et nous avons là un maillon obscur. Et on est maintenant, chaque fois qu'on trouve le moindre indice, on s'accroche pour essayer de combler le vide qui, quand même, n'est pas négligeable puisque ça va du XIVe jusqu'au XVIe siècle, 2 siècles qui ne sont pas négligeables. Surtout pour l'histoire de la musique maghrébine. On arrive à ce qu'on appelle l'état actuel, ce que j'appelle émergence des répertoires classiques maghrébins. Donc, vers la fin du XVIe siècle, et surtout à partir du XVIIe siècle, des écrits maghrébins, pour la plupart, commencent à apparaître, fournissant des données de plus en plus précises, faisant état de profondes mutations subies par le répertoire des Nouba, propre à chacune des pays maghrébins. Citons entre autres, il y a le concept de tabac, qui devient plus précis, le nom propre aux différents tambours utilisés dans chaque répertoire, aussi bien au Maroc, en Algérie, en Tunisie qu'en Libye. L'appellation de chaque nouba par son tabac principal sur lequel elle est édifiée. Deuxièmement, une nouvelle terminologie spécifique aux mawazin, rythme, et aux mayazin, cycles vocaux dont se constitue la nouba. Un développement des différents mouvements de la nouba, avec un nombre plus consistant de sanaya, de chants, ou de pièces vocales ou instrumentales, avec l'ajout de pièces complémentaires, mi-classiques, mi-populaires, pouvant s'intégrer à la structure de base de la nouba. Outre ces nouvelles données, le répertoire des noubas est appelé donc Malouf en Tunisie et en Libye et dans la région constantinoise, l'Est maghrébin, Sanaa à Alger ou le centre algérien, Gharnati dans l'ouest algérien, et elle au Maroc. Et parfois aussi on dit Tarab ou Fan au Maroc. Et ce n'est qu'après la colonisation que le terme de Musiqa Andalousiya se propagea et fut adopté par la suite, même par les autochtones. Donc c'est à peu près au début du XXe siècle. Et je rappelle que la première association en Algérie, surtout à Oujda, par Mohamed Ben Ismail, il a appelé Al-Jam'iyya Al-Andalousiya. Donc on a commencé, parce que c'est Rouané qui a surtout propagé ce terme qui existait avant lui, et ce terme il est devenu magique chez les Maghrébins, nostalgique et tout ça de la paradis andalouse et tout ça, et donc ils l'ont adopté, et maintenant on entend le terme Musiqa Andalousiya partout, du Maroc jusqu'en Andalousie. Pire que ça, les Maghrébins eux-mêmes veulent vraiment, acceptent avec bonheur qu'ils vivent sur un héritage andalou, comme si ils étaient vraiment incapables de produire ni poésie, ni musique, et qu'ils attendaient un héritage qu'ils recevaient comme ça pour l'adopter et pour l'utiliser comme un patrimoine local. Donc, tout en préservant leur profil général, ces noubas apparaissent non seulement sous un aspect morphologique et syntactique différent par rapport aux anciennes traditions andalo-maghrébines, comme on l'a vu, mais également avec un profil spécifique à chacune des 4 traditions maghrébines actuelles, à savoir celle du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye. Et même à l'intérieur de chaque pays, il y a vraiment une variété très importante. Ce qui souligne une fois de plus l'importance de l'élément local et de son impact sur l'originalité de chacune de ces traditions musicales. Mais c'est surtout à partir du XVIIIe siècle que ces répertoires apparaissent avec un profil qu'on leur connaît aujourd'hui. Constatation générale, d'après tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, partant donc de l'originalité de sa culture de substrat à la fois méditerranéenne et africaine, le Maghreb
s'est forgé à travers l'islam et la langue arabe une importante tradition artistique dont on ne peut dégager les traits spécifiques sans la remplacer dans le cadre général d'un patrimoine commun, ici lui-même, d'un fond local et arabo-musulman beaucoup plus vaste. Deuxièmement, l'importance de l'élément local et de son impact sur l'originalité des différents répertoires des nouveaux maghrébins. Chacun présente bel et bien des caractéristiques qui lui sont propres, aussi bien par ses composantes que par sa stylistique, comparée aux anciens noubas cultivés tant en Orient qu'en Occident musulman, notamment les noubas andalous. Une telle constatation ne peut qu'écarter l'hypothèse selon laquelle les répertoires des noubas maghrébins ne sont qu'un héritage andalou. Elle révèle plutôt une complémentarité fructueuse entre les différents répertoires andalou-maghrébins que l'apport des Andalous n'a fait qu'enrichir à des étapes successives d'une histoire commune. Troisièmement, l'évolution successive connue par ces noubas, puis leur mutation profonde vers le XVIIe et surtout le XVIIIe siècle, où elle apparaissait avec une morphologie foncièrement différente de l'ancienne nouba, telle qu'elle est décrite par l'historiographe tunisien Tifeshi, bien que le cadre général est resté le même. C'est à partir de cette période que ces répertoires classiques apparaissent, donc avec le profil qu'on leur connaît aujourd'hui. Quatrièmement, de nombreux documents font état d'un corpus monumental comportant un nombre déterminé de noubas, ainsi qu'un nombre important de pièces complémentaires composées aussi bien sur les mêmes doubours et ikha'at des noubas traditionnels que sur le reste des modes et rythmes du patrimoine musical maghrébin en général, voire pour certains des rythmes empruntés au répertoire classique du Mashraq arabe. Malgré ces mutations, donc, le répertoire classique maghrébin possède, par rapport à celui du Mashraq, un cachet qui lui est spécifique et que seule une fréquentation assidue et une pratique musicale approfondie permettent d'en connaître toutes les subtilités. Et là, pour aller plus vite, je passe certains détails pour arriver à ces tableaux qui vont vraiment donc vous préciser clairement tout ce qui vient d'être dit concernant cette évolution et cette mutation historique. Donc, commençons par exemple par la nouba et plutôt l'origine. Alors vous avez dans ce tableau, vous avez la nouba, forme initiale de la nouba au 9e jusqu'au 11e siècle. Qu'est-ce qu'on... Ça, on parle du Mashraq là, on n'est pas encore au Maghreb. Vous avez le Neshid, et contrairement à ce qu'on croit, le Neshid, il n'y a pas un seul Neshid, il y a au moins 6 formes de Neshid. Donc quand on parle de Neshid, il faut savoir de quel Neshid on parle, parce que c'est important de préciser. Et après, nous avons le Basid, donc qui est chant élaboré, vocal, mais enrichi par aussi un jeu instrumental qu'on appelle tariqa, teshia, l'intermède, ou saut al-arab, ou me'trana, les variations vocales, et ainsi de suite. Donc tous ces termes, c'est très important de les connaître et de savoir quel rôle ils ont joué dans cette forme fondamentale de la nouba au Mashraq arabe. Alors, sur le plan rythmique, nous avons ce que Al-Farabi appelle Nafr al-Naramet ou Nazm al-Naramet, c'est-à-dire, quand on parle de Nafr al-Naramet, c'est-à-dire c'est ad libitum ouvert, rythme ouvert, et quand on parle de Nazm al-Naramet, c'est-à-dire c'est des pièces rythmées, avec un rythme organisé et tout ça. Alors, ça va du rythme lourd au léger, petit à petit. Alors, sur la métrique poétique, variété du maître et des rimes, avec le Muzdawaj, avec le Marabba, avec le Khammas, etc., ou avec des extraits des qasidas monorimes. Alors, sur le plan de la modalité, nous avons la règle fondamentale, c'est la monomodalité, c'est-à-dire le mode type qui est respecté. La poésie, donc, j'ai dit extrait de qasidas arabes, et pour les interprétations, on joue beaucoup sur la variation et sur les nuances. Là, je passe, ça vous avez par exemple, quand on veut parler des caractéristiques de la nouba classique, l'ancienne,
Alors vous avez l'échelle modale, la poésie et la rythmique, c'est clair, c'est des règles qui vraiment sont acceptées dans ce cadre de la Nouba, et c'est grâce à ce cadre que la Nouba a pu préserver toutes les spécificités de la grande tradition musicale arabo-musulmane. Maintenant, on arrive au développement. Au Mashraq, vous allez voir comment, à partir du XIe siècle, il y a un changement à la fois sur le plan de la terminologie et sur le plan aussi des mouvements dont se compose la Nouba. Alors, on n'est plus dans la forme nashid et basit que nous avons vu à Bagdad au 8e, 10e siècle. Nous avons des termes nouveaux comme le qawl, le ghazal et le taral. Le ghazal, il y a un L qui manque. Alors, le qawl, c'est l'équivalent du nashid, c'est un récitatif. Et nous avons le ghazal, donc c'est le chant élaboré. Et nous avons un troisième mouvement, le taral. Et au XIIIe siècle, déjà, il y a un quatrième mouvement qui se présente, c'est le furudash, et là vous constatez qu'il y a des termes perses qui commencent à s'intégrer dans cette tradition. C'est pour ça, quand on parle de l'école des oudistes, c'est-à-dire l'école qui se base sur le oud, sur le plan de la théorie de la musique et sur la pratique musicale, et on parle à partir de Farabi ibn Sina, l'école des tambouristes, le tambour al-Khurasani. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tambour al-Khurasani, qui est un instrument persan, qui commence à s'infiltrer et à influencer la théorie musicale et même la pratique musicale de l'époque. Et là, on le constate même sur le plan de la terminologie de la Nouba, c'est-à-dire qu'il y a des termes perses qui commencent à se mêler aux termes arabes. Et là aussi, par la suite, au XIVe siècle, avec Ibn Raybi, on va voir aussi des termes turco-mongols aussi qui vont s'ajouter. Et on va se trouver donc cette symbiose arabo-turco-mongole ou perso-turco-mongole qui commence à constituer cette grande tradition musicale arabo-musulmane. Alors vous avez la Nouba au Mashhad, comment elle a évolué du 8e siècle jusqu'au 15e siècle d'une manière continue et sans relâche. Et là, je passe parce que c'est pour ne pas être très long. Là, juste un petit mot sur, à côté de la Nouba, qui est, comme on dit, une forme organisée, une macroforme qui comporte un ensemble de pièces vocales instrumentales, vous avez une multitude de pièces isolées qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que les gens, ou les auteurs, les anciens auteurs ne parlent que rarement. Et là, il y a vraiment un nombre impressionnant de termes qui montrent bel et bien qu'il y a beaucoup de formes instrumentales et vocales qui existaient depuis le 8e siècle jusqu'au 15e siècle. Et là, on n'a pas le temps de s'arrêter là-dessus. On arrive au développement Maghreb et l'Andalus. Alors, nous avons le premier témoignage de Nouba, c'est lui de Ziliab, Nashid, Basit, Muharrik et Azaj. Nous avons après, avec Ibn Baj, Istihlal ou Nashid, vice-versa, c'est-à-dire Amel avec Oussam Istihlal. Nous avons le Muharrikat et le Murqisat. Nous avons le Mushahat et le Zaj. Déjà, il y a un changement clair que nous avons souligné tout à l'heure dans le texte. Et là, quand on fait une approche comparative déjà au XIIIe siècle, entre Ibn Baj et Tifesh, déjà, il y a déjà aussi une autre mutation. Nous avons le Nashid, le Sawt, le Mouachah, le Zajal. Par contre, en Ifriqiya et dans l'ouest maghrébin, nous avons le Nashid ou l'Istihlal, le Amal et le Muharrik, Mouachat, le Zajal. Donc, vous constatez avec moi que déjà, une diversité qui est là, qui est présente, et qui vraiment souligne très bien que le local a joué son rôle pleinement. Et donc il y a vraiment une variété très importante. Et là, vous avez un tableau général, depuis Ziliab jusqu'à Ibn Baj jusqu'à Tifesh, et vous voyez que vraiment il y a donc un changement à la fois. Là, je ne parle que des mouvements. Tout à l'heure, on a évoqué la stylistique, la manière de chanter ou de jouer aussi, qui est aussi, elle est variée et diversifiée.
là, si on compare entre l'Orient et le Maghreb et l'Andalousie aussi, là, la variété elle est flagrante, elle est très claire et qui démontre très bien aussi qu'il n'y a pas une Nouba, il y a une diversité de Nouba du Maghreb au Maghreb. Et là, si une fois de plus, tout à l'heure, et que Tifeshi a bien expliqué. Et là, ce tableau il est très important parce que il parle de la Nouba en Andalous, Nouba Afrika ou l'Ouest maghrébin. Alors, vous avez déjà, sur le plan formel, vous avez Nashid, Saoud, Muharakat et Mouchad. Et puis après, vous avez Nashid, Hamel, Muharakat. Déjà, sur le plan formel, il y a un changement, il y a une variété. Alors, sur le plan stylistique, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, le style de la Nouba andalouse, il est bien spécifié, il a son originalité, et qu'on peut comparer au style de la Nouba aussi en Ifriqiya ou dans l'Ouest maghrébin, et qui aussi a son originalité. Donc déjà, comme j'ai dit, j'ai souligné, déjà nous sommes devant différents types de Nouba au sein de l'Occident musulman, l'Andalousie et le Maghreb. La modalité, c'est la même chose. Là aussi, c'est important de constater qu'on est passé de la théorie des Asab à l'imagène, ce qu'on appelle la théorie des doigtés et des courses, avec Al-Farabi et Ibn au Xe siècle, à des termes plus descriptifs, Mutlaq, Mu'allaq, Mahmoud, qui commencent à donner une description au type des chaînes utilisées à la place des doigtés. Et avant d'arriver avec les systématistes de Safiyeddin, tout ça, des termes qu'on connaît maintenant, le Ras, l'Iraq, l'Ispahan, et ainsi de suite. Donc déjà, l'évolution, elle est nette. Et là, ce tableau, il est important parce que vous avez Ibn Baja, on sait que, par exemple, on connaît de lui 14 types de nashid, 3 saut et 2 poèmes dans le type Mouchah Mouzajel. Ibn Jud aussi, Ibn Himar, Ibn Haseb, et tous sont les disciples de Ibn Baja. Là, à partir donc, du XIVe siècle, on commence à changer complètement de terminologie et de forme. Avec Ibn al-Khatib, nous avons déjà le terme de 4 tobois. Pour la première fois, l'appellation de tobois apparaissent avec Ibn al-Khatib. Avec Varif al-Tunsi, Mohamed Varif, le fameux mystique, nous avons le 14 tabacs déjà qui commencent à apparaître. Et nous avons avec le Wajdi, et par la suite Al-Wajdi et Boissan, tout ça, les tobois commencent à se multiplier jusqu'à on arrive à 26 tabacs avec Al-Hayk au XVIIIe siècle. Et là, vous avez dans chaque shajara de tobo ou l'arbre symbolique des modes, vous avez des modes fondamentaux qui sont de nombre de 4, et le 5e sont dérivés en dehors de la shajara, et vous avez les dérivés pour chaque tabac. Donc nous sommes déjà en pleine tendance mystique et métaphysique chère à l'école andalou-maghrébienne. Elle a commencé avant avec Al-Kindi et Ikhwan al-Safa déjà. Cette tendance mystique est très importante chez Al-Kindi et Ikhwan al-Safa, mais en Orient, elle commençait petit à petit à perdre du terrain avec le Farabi Ibn Sina qui voulait plus des termes systématiques, une pensée systématiste, tout ça, et cette pensée donc métaphysique et mystique, elle a plutôt été acceptée et approfondie dans l'Occident musulman, et surtout au Maghreb de l'Andalousie, où vraiment toute la théorie depuis Ziria jusqu'à actuellement ont donné beaucoup d'importance à cette tendance à la fois métaphysique et mystique, et sur lequel le oud maghrébin est vraiment l'élément de base, et aussi les tobois. Et là, un autre élément très important. À l'époque, au XIVe siècle déjà, le oud joué ou accordé en Andalousie et au Maghreb, il est exactement le même qu'au Mashriq. C'est-à-dire, nous avons le fameux oud accordé par cartes successives. Et nous avons plusieurs types d'accords, uniquement en changeant, comme maintenant, en changeant la carte
قرات de base. Nous avons le Oshairan, nous avons Douka, Nawa, Kerden. Mais l'Iyakar, on peut le changer selon le maqam qu'on utilise. Donc c'est le même topo qui existait au XIVe siècle, on le trouve dans le groupe du Mashraq. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette continuité de l'école de Mashraq, elle est restée telle qu'elle depuis El-Kindi jusqu'à maintenant. Or, avec le Maghreb, à partir du XVIe siècle, nous avons une nouvelle terminologie complètement différente, un accord complètement différent. Alors, vous avez là un tableau très clair. Vous avez les termes, au lieu du Bam, Mathlaf, Mathna et Zir, vous avez Zir, Meir, Ramel, Ahsin. Donc, c'est une autre terminologie. Et on va voir dans les tableaux comparatifs, ça, par exemple, c'est le manche d'un haut maghrébin. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le BAM qui est normalement le Oshairan, à peu près, je dis Oshairan, qui est appelé désormais Zir. Et vous avez le Zir qui est le Kerdan dans l'ancien, dans le haut du Mashraq, il est appelé Ahsin. Le Mathna est appelé Mel. Et le Mathna est appelé Ramel. Alors, constatez l'accord que j'ai appelé quinte embrassée, c'est-à-dire ce n'est plus la carte successive, mais nous avons par exemple Do, La, Ré, Sol. Comme je dis Do, La, Ré, Sol, c'est à peu près, parce que le solfège occidental, on ne peut l'utiliser ici que approximativement. Alors là, nous avons un route complètement différent. Mieux encore, c'est uniquement les deux doigtés, le médius et l'annulaire qui sont utilisés. Et non les quatre doigts comme l'index, le médius, l'annulaire et l'auriculaire, dans le haut du Mashraq. Déjà, aussi, c'est une autre spécificité. Alors on peut continuer avec le plectre, la manière de tenir le plectre, la manière de... Il a juste une petite parenthèse pour ceux qui croient encore que Zériab a rajouté une cinquième corde. Je leur dis que Zériab n'a pas ajouté une cinquième corde. Il l'a ajouté philosophiquement, métaphysiquement, mais non pratiquement. C'est-à-dire, la preuve qu'il n'a pas ajouté réellement, c'est qu'il l'a placé entre le Mathna et le Mathna, c'est-à-dire il l'a placé entre le deuxième et troisième corde. Il lui a donné une couleur rouge foncée comme le sang. Symboliquement, ça traduit quoi? Ça traduit l'âme de cet instrument. Pour lui, c'est un instrument qui lui manquait une âme. Donc il fallait absolument lui rajouter cette âme. Et donc il lui a rajouté symboliquement cette corde au milieu, parce que s'il voulait vraiment rajouter une corde, il l'aurait rajouté soit dans le grave, soit dans l'aigu, mais pas au milieu. Et autre chose, c'est qu'après Zériab, cette cinquième corde a disparu complètement. On n'entend plus parler de cette cinquième corde. Que juste au XIIIe siècle, on commence à parler de cinquième corde pratique, parce que la cinquième corde théorique existait depuis le XVe siècle déjà. On parlait d'une cinquième corde, mais uniquement théorique, mais non pratique. Pratiquement, c'est à partir du XIIIe siècle qu'on commence à parler de cette cinquième corde. Alors là, vous avez l'accord très clair du oud maghrébin, que ce soit le oud arabi, utilisé en Tunisie et à Constantine, soit la cuitra, utilisée à Alger et à Tlemcen, soit le oud ramel ou oud... qu'est-ce que... ça fait un trou de plus. Le oud ramel, c'est connu, c'est-à-dire oud ramel au Maroc, et qui ont à peu près le même type d'accord. Vous avez le di, vous avez l'ahsin, et vous avez après le mail, vous avez le ramel. Alors vous avez vraiment une sorte de quinte embrassée entre la première et la cinquième corde, et entre la deuxième et la troisième corde. Et là, pour vous donner une approche comparative, le haut du Mashraq, qui continue jusqu'à maintenant ce qu'on appelle le haut du Sharqi, ou le haut du Masri, ou le Shami,
le BAM, le Masna, c'est-à-dire le Rocheiran, le Douka, le Naoura et le Kurdan, et vous avez le Oud, le Maghribi, le Dil, le Maïr, le Raml et le Hassin. Donc, le Raml, le BAM ou le Dil, il est le premier, mais le Masna, qui est le deuxième, il est remplacé par le Maïr, qui est le troisième. Le Masna, qui est le troisième, est remplacé par le Raml, qui est le quatrième. Et le Zil, qui est le quatrième, est remplacé par Hassin, qui est le deuxième. Donc, c'est un changement radical qui traduit bien sûr par une technique spécifique et par un jeu ou un style tout à fait spécifique, qui est différent du Oud du Mashraq. Si on essaie d'expliquer cette mutation, vous avez toujours les auteurs arabes, ils expliquent cette théorie par des lettres symboliques, c'est-à-dire vous avez par exemple l'accord qu'ils appellent Dhamrah. Dhamrah, ça veut dire quoi? Ça veut dire le Dil, le Maï, le Ram, le Hassin. Vous avez un autre accord qui s'appelle le Harmad, c'est-à-dire quoi? Hassin, Ram, Maï, Dil. Et tout ça c'est très important parce que c'est des mnémotechniques, c'est-à-dire ces termes qui traduisent vraiment des notes musicales bien déterminées et que aussi bien les musiciens que ceux qui apprennent la musique à l'époque, ils connaissent par cœur. Et vous avez, par exemple, le Sullam, le Diwan, dans la musique du Maghreb, il est traduit par cette phrase « Dham Samar Hasson ». Dham Samar Hasson, si on traduit ça, qu'est-ce qu'on trouve? Dhil, Maya, Sika, Mazmoum, Ramel, Hassin, Sika, Hassin. Donc vous avez les 7 degrés de l'octave ou du diwan. Malheureusement, tous ces termes n'existent plus maintenant au Maghreb. C'est-à-dire, on parle maintenant de Rocheiran, de Ras, de Bayet, tout ça, mais tous ces termes, ils disent qu'ils n'ont pas existé. On a la preuve qu'ils existent, mais ils ont été délaissés, malheureusement. Bon, la théorie des lotos, juste un tableau pour vous dire. On a parlé de l'accord de Zéria. Quand vous voyez par exemple les cordes de Oud, vous avez, en commençant par l'aigu au grave, le Zir, qui est le Kurdan, le Masna, qui est le Nawa, vous avez le Masna, qui est le Douka, et vous avez le Bam, qui est le Rocheiran. Alors, les éléments cosmiques qui correspondent à chaque corde, vous avez le feu, l'air, l'eau et la terre, vous avez les tempéraments humains ou les humeurs, bil, sang, et flegme, atrabile, et vous avez la couleur, parce que chaque corde est colorée, symboliquement, jaune, rouge, blanc ou noir. Alors, la corde de Zéria, on la voit très bien au milieu, avec une couleur rouge foncée, et qui traduit à la fois la vie et l'âme, introduite à ce corps sonore qui est le Oud. Donc, je passe. On a parlé tout à l'heure de comment cette nouba, qui a commencé au 8e siècle, par la suite, s'est développée dans tout le monde arabo-musulman. Et dans le monde arabe, maintenant, quand on parle de musique arabe, en fait, on doit parler des musiques arabes, au pluriel, mais pas au singulier musique arabe. Parce que quand on voit le monde arabe uniquement, qu'est-ce qu'on constate? On constate au moins 4 écoles spécifiques. Nous avons l'école syro-égyptienne, avec la wasla. Nous avons l'école irakienne avec le maqam l'iraqi. Nous avons l'école des pays du Golfe qui est le Saoud. Nous avons au Yémen une forme similaire qui s'appelle la Qawm. Et nous avons la fameuse Nouba au Maghreb. Et on peut s'élargir au monde arabo-musulman pour constater que cette même Nouba a généré d'autres, des formes similaires, comme nous avons appris tout à l'heure, le Fasel, le Dasla, le Mugham, et ainsi de suite, en Turquie, en Iran, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des tableaux qui soulignent tout ce que nous avons dit tout à l'heure sur cette diversité et cette variété. Et pour arriver, si vous voulez, à l'époque actuelle, alors là, nous sommes devant des noubas complètement différentes, qui n'ont rien
vraiment des similaires à ce que nous avons vu jusqu'à l'époque du XIVe siècle. Vous prenez par exemple la nouba au Maroc, vous avez des préludes ou des ouvertures, Mcharia, Kobra Sora, vous avez les chefs de Taba al-Narma, vous avez Bouria, vous avez Toucha, et vous avez par la suite des phases rythmiques qui sont le petit, le qaïb al-nusf, le ptaïh, le raj, le khuddam. Donc, on n'est plus devant des termes comme le amal, ou comme le basit, ou comme le muharrakat, le zed. Donc, la terminologie a complètement évolué. En plus, le cadre de la nouba est devenu consistant. Nous avons des noubas maintenant qui peuvent durer jusqu'à 2 heures et 2 heures et demie. Et si on rajoute vraiment toutes les variations et fioritures qu'on peut rajouter. Là aussi, bon, on n'a pas le temps, ça aussi, j'ai constaté qu'en Mauritanie, il y a aussi une forme de nouba qui est très intéressante, qu'on appelle l'Azawad. Et vous avez les mêmes quatre mouvements très distincts qui nous rappellent les mouvements de la nouba de la halle marocaine. Mais là, on ne peut pas s'attarder là-dessus. Là aussi, vous voyez l'originalité de chaque tabac, de chaque nouba. Déjà, la dynamique est différente. Vous avez dans la nouba marocaine une dynamique qui va avec chaque phase du large à l'accéléré. Et on revient au large jusqu'à l'accéléré, c'est-à-dire, sauf dans le 4e mouvement qui est le drach, il est plus ou moins avec un seul mouvement. Mais sinon, les autres, chaque phase, elle a différents mouvements qui vont du large à l'accéléré. Tandis que dans la nouba algérienne, vous avez ce qu'on appelle l'interlude en coursi, qui est dynamique, accéléré. Quand elle arrive au chant, le mouvement s'élargit, hein, et ça devient large. Et quand le mhasba, c'est-à-dire l'intermède des instruments intervient, on revient à l'accéléré. C'est-à-dire vous avez ce qu'on appelle tension-détente. Hein. Vous avez tension avec l'instrumental et la détente avec le vocal. Et donc c'est une... Je ne vais pas répéter tout ce que l'on a dit jusqu'à maintenant, mais c'est juste pour donner une idée sur, quand on prend ce que je vais dire pour le wolof tunisien, on pourrait le dire pour le marocain, pour le sana algérien ou pour le malouf libyen. Chaque répertoire a vraiment son originalité. Pour le malouf tunisien, donc nous avons vu déjà depuis le XVIIIe siècle, nous avons déjà quelques informations, mais on va arriver tout de suite à la nouba dans le malouf tunisien. Bon, donc sans revenir sur les détails, déjà nous avons vu avec Tifeshi, le fameux manuscrit, qui est très important. Déjà, il nous donne une idée sur la nouba en Ifriqiya, c'est-à-dire en Tunisie, avec, comme on l'a expliqué tout à l'heure, et avec aussi le style propre à cette nouba de l'Ifriqiya, qui diffère de celle de l'Andalousie et du Mashraq et de l'Ouest maghrébin. Nous avons aussi, à partir de Mohamed Zarif, le fameux mystique au XIVe siècle, les Touboua, nous avons 14 tabacs évoqués dans son fameux poème que les gens connaissaient par Naourt Touboua. Or, ce n'est pas uniquement ce poème qui est Naourt Touboua, parce que j'ai découvert au moins 5 autres poèmes qui comportent aussi les mêmes termes de Touboua, je vais les citer tout à l'heure. Et la musique tunisienne, ou le malouf tunisien, déjà sous les Irides, déjà il a commencé vraiment à s'enrichir par l'apport de la musique bédouine, avec surtout Ben Hillel et Souleym. Donc le zajel bédouin a vraiment influencé. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, la musique tunisienne, elle a une connotation bédouine un peu. C'est-à-dire, vraiment, l'impact bédouin il est très important dans la musique tunisienne, même citadine. Bien sûr, avec l'influence andalouse et surtout les Ottomans en Tunisie, ils ont été tellement adoptés, c'est-à-dire sont devenus des citoyens à part entière, que la symbiose était totale entre la musique turque et la musique tunisienne. De telle sorte que l'échelle musicale tunisienne, elle est plus proche de l'échelle musicale turque
que des autres pays du Maghreb ou du Machar. C'est-à-dire nous avons, nous les Tunisiens, la sika est un peu élevée par rapport à la sika de l'Égypte ou de la Syrie. Quand je parle de Syrie, je ne parle pas d'Alep, parce que Alep c'est la même chose que la Turquie ou que la Tunisie. Et quand je parle de l'Irak aussi, je ne parle pas de Mossoul. Mossoul c'est la même chose aussi, la sika elle est un peu élevée. Plus on va vers le sud, au Mashrak, plus la sika elle descend. Donc l'échelle musicale tunisienne elle est plus proche de l'échelle turque que les autres pays arabes. Bon, selon les chroniques aussi, le répertoire du Nouba tunisien connaîtra un profond remaniement sous l'instigation du bey Moulamain Mohamed Rachid Bey. On sait que c'était un poète, un musicien doué, joueur de oud et de violon, et il renoua des liens musicaux très particuliers avec l'école de Constantine. Parce qu'il a séjourné beaucoup là-bas, il a fait des rencontres entre des musiciens tunisiens et constantinois, et certains connaissent le fameux Haram Tobik Mouassi, qui est constantinois et qui est adopté par les Tunisiens, mais avec une version différente de celle de Constantine. Même quand il y a un emprunt, il y a une originalité, une certaine originalité dans cet emprunt. Quand vous entendez Haram Tobik et Constantine, et vous l'entendez en Tunisie, personne, s'il ne savait pas, il ne peut croire que l'origine c'était Constantine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le local, toujours, il a son mot à dire. On n'hérite pas une musique, on la vit. Et la musique, on la vit, par la pratique, par le sentiment, tout ça, donc on ne peut pas l'hériter. C'est pas un bâtiment qu'on hérite, c'est quelque chose qu'on vit pleinement, et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'héritage. On peut parler d'influence, d'emprunt, mais on ne peut pas parler d'héritage pur et simple. Donc, là aussi, juste un petit détail, c'est Mohamed Rachid Bey, on a voulu aussi faire croire que c'est lui qui a changé la nouba en Tunisie, il a intégré des pièces instrumentales. Or, ce n'est pas vrai, parce que lui, il avait avec lui des bons musiciens, des grands poètes aussi, et qu'il a constitué un groupe qui a travaillé en collaboration avec lui, avec son encouragement bien sûr, et c'est ce groupe de musiciens qu'on connaît le nom maintenant de ça, qui ont vraiment changé ou intégré ces changements subis par la nouba tunisienne, à l'époque surtout les formes ou les pièces instrumentales comme le Sadr, la touche et la farira, et le Bacharaf aussi. On sait tous que le nom de ce bey a été donné à la fameuse Nachidia, la seule et unique association de musique classique tunisienne. Et nous avons des ouvrages qui aussi nous donnent pas mal d'informations sur cette musique tunisienne au XIXe siècle, et surtout les derniers trouvailles de l'école de Bardou, avec le fameux Ayat al-Surur wal-Moula, qui est un manuscrit exceptionnel et qui constitue la première transcription musicale en notation occidentale de répertoire tunisien et surtout le Malouf. On trouve les 13 noubas transcrits, mais schématiquement, ce n'est pas des noubas entières, mais au moins les différentes phases sont transcrites avec les nahaut de Touboua, avec aussi les formules des Touboua tunisiens. C'est un manuscrit qui est monumental et qui est très important concernant l'état de la musique tunisienne et surtout la nouba tunisienne au XIXe siècle. Nous avons aussi le fameux Majmou ou Safina de Ben Abd Rabbo qui nous a donné une version complète de la nouba à la fois profane et mystique des tariqa soufis à Tunis. Et là, vous avez juste quelques exemples de ces manuscrits. Je passe les détails historiques pour arriver vraiment aux 13 noubas. Donc, il y a, dans le Malouf tunisien, il y a 13 noubas.
et ces 13 noubas s'ajoutent d'autres compositions récentes. Il y a 4 ou 5 noubas composés récemment. On va voir après sur le tableau. Je passe directement au tableau. Si vous voulez comprendre la structure de la nouba du Malouf tunisien, vous avez ce qu'on appelle des parties introductives, istiftah, msadr, qui sont 2 ouvertures ou 2 préludes instrumentales. À part l'istiftah qui est d'une structure ouverte, c'est-à-dire un rythme ouvert, le msadr, il comporte 3 rythmes successifs, le msadr lui-même, le tawq et la silsila, en s'accélérant. Après, nous avons le trou l'abiyat qui est donc aussi un prélude instrumental ou abiyat eux-mêmes, ce sont 2 distiques ou 2 vers, que ce soit dans la poésie classique ou le zajal, et qui sont chantés jadis improvisés. Maintenant, avec la chédir, on les a structurés, ils sont devenus vraiment des formes stables. Après ça, on rentre dans ce qu'on appelle les parties principales, les phases principales des 5 phases vocaux ou cycles vocaux, avec un petit trou l'abiyat, une sorte de prélude. On a les tahiyya, qui est la première phase importante. Et une fois la tahiyya, on peut jouer 3, 4, 5, 6, selon les nouba, parce qu'il y a, dans chaque phase, il y a plusieurs composantes, plusieurs chants. Avant de passer à la deuxième phase, il y a, on interprète ce qu'on appelle la touchia. C'est une intermède instrumentale qui a un rôle très important dans le nouba. D'abord, elle intègre une variété et coupe la monotonie de la nouba. En plus, elle permet aux musiciens, virtuoses surtout, de s'adonner à des improvisations, à des sarbarat qui sont très importants au sein de la nouba. Dans la touche, vous avez un intermède instrumental dans le tabac de la prochaine nouba qui va être jouée, parce qu'on va parler tout à l'heure que les noubas tunisiennes se succèdent selon un ordre déterminé, et on commence par telle nouba, et le lendemain, nouba bien terminée, jusqu'on arrive à terminer 13 noubas dans un ordre bien respecté, jadis, pas maintenant. Et donc, pour que les auditeurs soient au courant de la nouba prochaine, donc la touchia, elle est composée sur le tabac de cette nouba prochaine. C'est-à-dire les auditeurs, quand ils écoutent la toucha, ils savent que la nouba prochaine, ça va être, par exemple, dans le tabac iraq ou dans le tabac ram, et ainsi de suite. Et là, après, vous avez aussi une variété rythmique. Vous avez dans la toucha, on commence par le rythme barouan, qui est léger, 2 sur 4, et puis un istighbar sur le même tabac, une improvisation. Après, on rentre dans ce qu'on appelle les phases de taille, c'est-à-dire le rythme 4-4 qui est plus large. Et aussi, après, on termine avec un deuxième istighbar qui est très important aussi. Et on peut, de cet istighbar, soit interpréter ce qu'on appelle les sawak ou charlet, c'est des airs qui rappellent certains chants populaires. Ou alors ce qu'on appelle le mchet aussi, c'est-à-dire c'est une pièce très riche et qui est vraiment intégrée au centre après la phase imposante des tahiyya. Elle est là vraiment non seulement pour divertir et pour, comme je vous dis, couper la monotonie, mais pour intégrer une variété et aussi permettre aux musiciens vraiment de s'adonner à leur virtuosité d'une manière extraordinaire. Après, on revient donc aux phases principales de nouba en attaquant les brawl avec un troul qui est chanté, le seul troul chanté, les autres trouls sont tous instrumentés, à part le troul brawl qui est chanté. Ah bon, donc nous avons la phase de Brown, qui est la deuxième série vocale. Après, nous avons l'adrage, troisième série. Et quatrième série avec l'arfef. On termine avec l'artem. Et là, dans ce tableau, j'explique que une petite comparaison avec l'ouba qu'on a évoqué au XIVe siècle,
avec le Nechid, le Hamel, le Muharrik et le Mouachah. Vous voyez un peu la Nouba tunisienne aujourd'hui, comment elle se présente. Donc, c'est tout à fait différent. Là aussi, c'est les mots qu'on a évoqués tout à l'heure, les rythmes, ce n'est pas la peine de rentrer dans ces détails. Je termine avec ce tableau. Vous avez les 13 noubas qui se succèdent selon l'ordre. Nous avons le Dhil, le Hirak, le Sika, l'Ahsin, le Ras de Ram al-Maya, le Nawa, Isba'ain, Ras de Dhil, Ramel, Isbahan, Mazmoum et Maya. On commence par le Dhil et on termine en 13e nouba avec le Maya. Par contre, à côté des 13 noubas classiques, nous avons ce qu'on appelle Fitouls al-Waslat. Nous avons plusieurs Waslat. Nous avons Waslat à peu près, donc nous avons des pièces instrumentales à peu près 5 Bashraf et Sama'i et Chambar à peu près 15. Vous avez les Wasla à peu près 40 entre Qasida, Tawshih, Zajal, Shul, Ousjul, le Fondou, l'Aroubi, le Sarbat. Donc vous avez tout ce répertoire qui est très important, qui, pour ceux qui connaissent, vous avez dans le 9e fascicule publié par le ministère de la Culture. Donc le 9e fascicule, il ne donne pas tous les Waslat, mais il donne les Waslat les plus importants. Et ces Waslat, vous les avez aussi dans des toubours qui sont, certains les appellent des toubours populaires, mais moi je dis que ce n'est pas des toubours populaires du monde, c'est des toubours citadins populaires. Pourquoi? Parce que dans les toubours tunisiens, la plupart des toubours tunisiens trouvent le Mhaï Iraq, le Mhaï Sika, une cellule importante. Donc ils ne sont pas uniquement dans le répertoire populaire, mais ils sont d'office dans le répertoire classique. Et vous avez des noubas qui ont été inventés ou composés récemment. Et nous avons à peu près 4, jusqu'à maintenant, il y a peut-être plus. Il y a une dans le Maqam Nahwan du Mashraq, l'Ajam, le Kurdi et le Hijaz, mais c'est des noubas de composition récente. Et vous avez donc l'aspect rythmique aussi, il est très varié. On fait appel soit à des rythmes du répertoire populaire, soit à des rythmes de musique orientale. Je passe, là, je crois que ce n'est pas la peine de s'attarder là-dessus, juste pour vous donner une idée sur le chant utilisé par la nouba tunisienne. Vous avez dans les abiettes, vous avez la forme A. Le premier vers, il est chanté sur une mélodie déterminée. Alors le mhas, il est différent. Le deuxième vers, il est différent sur le plan mélodique. Et le troisième aussi, il est différent. Donc vous avez le premier vers qui est chanté en 2 mélodies différentes, que j'appelle A et C. Pourquoi? Parce que l'intermédiaire est différent. Et vous avez le deuxième vers qui est chanté sur un air, un troisième air. À part ça, vous avez des chants qu'on appelle sans tala, sans matla, dans la forme normale A, sans parler des intermèdes instrumentaux, et vous avez des chants avec leur tala, c'est-à-dire vous avez la forme A, B, A, ou alors on commence par le tala avant, B, après on termine, on entame les abiettes, et on termine par le tala. Donc vous avez la forme B, A, B. Non, c'est moi ça. Bon. Ça, c'est dur. Oui. Oui, mais ça explique que je suis tunisien. Parce qu'il y a pas mal de choses qu'on n'a pas le temps de... Mais je vais quand même finir par des illustrations plus ou moins pour vous mettre un peu dans la langue. Certains connaissent ces fameux photos. Vous avez le fameux Ahmed El-Wafi, hein, et vous avez Ahmed Sanem, Mohamed Ghanem, et le fameux Ben Husseynit, Mohamed Rachid Ben. Et là, vous avez la troupe tunisienne qui a participé au Caire en 1932, avec au centre Mohamed Ghanem, et à son côté avec Ahmed Sanem. Enfin, vous avez ce groupe qui là, bon, vous avez Ahmed Sanem dans les années 50, la Rachidia avec Salih à son côté. Vous avez la Rachidia qui est devenue un orchestre
un ensemble élargi avec des instruments, que ce soit dans les années 60-70 ou alors dans les années plutôt 70 avec le feu Mohamed Saad. Et là, bon, donc, là, c'est juste pour avoir une idée sur la composante du répertoire maghrébin. Vous avez le fameux Omar Ntiwi à Tanger avec le L marocain. Vous avez bon, Tanras, vous avez notre cher Constantinois Ferjani. Ça, c'est la troupe de Korea qui est très dynamique et très productive. Et là, vous avez la différence entre le oud arabe et la kuitra algérienne. Et bon, ça, il y a vraiment ça, ce qu'on appelle shajar de bois, qu'on trouve dans pas mal de manuscrits et qui traduit vraiment cette diversité des modes avec ce qu'on appelle les modes fondamentaux et leurs dérivés. Alors, vous avez plusieurs types de shajara. Qui vous avez toujours les fondamentaux avec le Zidane, le Mezmoum, le Meir ou le Zil. Là aussi c'est le Hint al-Hayek. Et je passe donc, c'est pas ça, c'est le fameux oud qu'on trouve chez Boissam et chez Ciel aussi, en Tunisie. Et donc je m'arrête là parce que sinon vous allez me. Donc merci beaucoup pour votre attention. Pas très long et très lourd pour votre patience. Et je suis prêt, là, si vous avez des questions, des éclaircissements, ils seront les bienvenus.